Tout a commencé par un rire. Pas n'importe quel rire. Le genre qui tranche. Le genre qu'on reconnaît instantanément comme étant tout sauf de la joie. Juliette a levé son téléphone, l'écran incliné vers moi, affichant une photo d'elle et d'un homme que je ne reconnaissais pas. Leurs bras étaient entrelacés, leurs joues pressées l'une contre l'autre. La lumière du soleil derrière eux brillait comme s'ils étaient les personnages d'une publicité onirique. La légende disait « Recharge pour la semaine ». Elle a gloussé comme si c'était la chute d'une blague privée. « Ne flippe pas », dit-elle en tapotant l'écran. C'est juste Cédric. On s'est rapproché pour la photo. Je pensais que ça te rendrait un peu jaloux. Je n'ai rien dit tout de suite, je me suis contenté de fixer l'image. Ma femme blottit contre un autre homme comme si c'était sa place. Oh, allez, ajouta-t-elle avec ce petit hochement de tête suffisant et taquin. Je pensais que ça t'amuserait. Il y a des moments dans la vie qui scindent le temps en deux. C'était l'un d'eux. Tu me montres ça. Pourquoi, ai-je demandé, la voix stable, mais quelque chose en moi se nouait violemment. Juliette a haussé les épaules, piquant dans sa salade composée comme si le monde ne venait pas de s'effondrer sous nos pieds. Je ne sais pas. Tu as été si calme ces derniers temps. Je me suis dit qu'un petit coup de pouce émotionnel ne ferait pas de mal. Ce mot, coup de pouce, a claqué comme une gifle. Tu veux dire de la manipulation? Ses yeux ont finalement croisé les miens, et pendant une fraction de seconde, quelque chose a vacillé. Du regret? Non, juste du calcul. C'est inoffensif, a-t-elle dit. Avant, tu t'emportais. Avant, tu t'en souciais. Se soucier? Ce mot m'a piqué. Je m'en souciais plus que je ne pourrais jamais le montrer, ce qui était précisément le problème. J'ai regardé cette femme que j'avais épousée il y a 6 ans sous la promesse de l'honnêteté, et tout ce que je voyais maintenant, c'était du théâtre. Elle voulait réveiller la bête juste pour ressentir quelque chose. J'ai posé ma fourchette, l'appétit disparut. Alors, ce voyage, c'était juste des photos ou plus? Ne sois pas dramatique. Elle a levé les yeux au ciel comme si cela réglait la question. Ce n'est pas comme si on avait couché ensemble. C'était juste une vibe. Un amusement inoffensif. Une vibe, ai-je répété, mâchant les mots comme du verre. J'aurais pu renverser la table, j'aurais pu hurler, exiger la vérité, sortir dans une tempête de rage. Mais ce n'est pas qui je suis. Non, ma vengeance serait plus silencieuse. Je me suis adossé à ma chaise et j'ai souri comme un homme qui avait enfin cessé d'espérer. Tu sais ce qui est drôle, Ju? Tu penses toujours avoir 5 coups d'avance, mais j'observe le plateau de jeu depuis bien plus longtemps que tu ne le penses. Elle a cligné des yeux momentanément, incertaine. C'était ma réponse. Après le dîner, j'ai fait la vaisselle comme je le faisais toujours. Elle faisait défiler son Instagram, riant devant des stories, inconsciente du fait qu'elle venait de me donner tout ce dont j'avais besoin. Cette nuit-là, je suis resté éveillé à côté d'elle, fixant le plafond. Sa respiration, lente et régulière, sonnait comme le rythme de quelqu'un de totalement indifférent. Je pensais autrefois que l'amour était un sacrifice, qu'on donne tout et qu'on attend d'être choisi en retour. Mais l'amour n'est pas aveugle, il est observateur, et j'en avais assez vu. Je m'appelle Nicolas. J'ai 34 ans. Je dirige une entreprise de rénovation à Bordeaux. Un travail solide, fiable. Rien de tape à accent grave-l'œil. Je garde mes chaussures de sécurité propres, mes comptes à jour et mes promesses tenues. Juliette disait autrefois que c'était ce qu'elle aimait chez moi. Mais maintenant, il semble qu'elle ait besoin de chaos pour se sentir vivante. Et moi, j'ai pris une décision. Je vais lui montrer exactement ce que signifie sous-estimer un homme qui sourit tout en construisant sa propre sortie. C'était le début de sa chute, mais pas de la manière dont elle l'attendait. Elle n'a pas remarqué quand j'ai cessé d'enregistrer le mot de passe du Wi-Fi ou quand je me suis désynchronisé de notre agenda partagé. Tout était subtil, calculé, comme retirer des briques d'un mur une par une. Calme, méthodique. Je n'ai même pas fait de valise le soir où je suis parti. J'ai juste pris mon ordinateur portable, ma brosse à dents et le double des clés de chez Benoît. Benoît, mon meilleur ami depuis le lycée, était à l'étranger pour un contrat d'ingénierie de 6 mois à Dubaï. Avant de partir, il m'avait lancé un jeu de clés pour sa dépendance au fond du jardin, juste au cas où, avait-il dit.
Je me souviens avoir ri, disant que je n'en aurais jamais besoin. C'est drôle comme la vie fonctionne. Ce soir-là, Juliette était sur le canapé, regardant distraitement une émission de télé-réalité tout en envoyant des SMS à quelqu'un, probablement Cédric. Son écran s'allumait toutes les quelques secondes avec un nouveau message, et son sourire avait cette arrogance paresseuse. Elle n'a même pas levé les yeux quand j'ai dit que je sortais faire un tour. Je ne suis pas revenu. La dépendance de Benoît se trouvait derrière sa propriété principale, un petit garage reconverti très cosy avec du parquet et un velu au-dessus du lit. Ça sentait légèrement le cèdre et l'après-rasage, probablement la dernière trace de lui avant son départ. J'ai jeté mes clés sur le comptoir, branché mon téléphone et, pour la première fois depuis des semaines, j'ai pris une profonde inspiration qui ne semblait pas empruntée. Pas de questions, pas de jeu, juste le calme. Ce premier matin dans la dépendance, je me suis réveillé tôt. La lumière du soleil filtrait à travers les arbres, peignant la pièce en or. J'ai fait du café en silence, regardant la vapeur s'élever comme une lente expiration du chaos que j'avais laissé derrière moi. Je ne lui ai pas envoyé de message, je n'ai pas laissé de mots. C'était le but. Laissez-la ressentir. Pas tout d'un coup, mais par vagues, le silence, l'immobilité, l'espace vide où ma présence comblait habituellement tous les manques. À la maison, elle supposerait probablement que j'étais sorti faire des courses ou que je travaillais tard. Je lui ai donné juste assez pour qu'elle reste confuse. Ma brosse à dents manquante. Peut-être qu'elle n'avait pas encore remarqué. Le tiroir avec mes chaussettes, vide, mais subtil. Mes bottes de travail disparues. Elle ne faisait jamais attention à ces choses-là de toute façon. Ce que je n'ai pas fait, c'est la bloquer. Cela aurait été trop bruyant. Non, je suis resté visible en ligne, mais absent. Laissez-la taper des messages et se demander pourquoi je ne les avais pas lus. Laissez la pastille verte à côté de mon nom la narguer plus que n'importe quelle tirade colérique ne pourrait jamais le faire. Je n'étais pas cruel. J'étais précis. Le deuxième jour, elle a appelé une fois, puis deux. J'ai ignoré les deux. Elle a enchaîné avec un SMS. Et, tout va bien? Tu as disparu de la circulation. J. Ai fixé l'écran pendant un long moment, puis je l'ai posé face contre terre. Elle n'avait pas le droit de poser des questions maintenant. Pas après avoir transformé notre mariage en une bague d'humeur qu'elle pouvait exhiber pour les faits. Je ne fuyais pas. Je rassemblais du temps, de l'espace, de la clarté et autre chose. Des preuves. Parce que bientôt, il ne s'agirait plus seulement de silence. Il s'agirait de vérité. Mais pour l'instant, je me suis assis dans cette petite dépendance avec mon café et mon immobilité et je me suis autorisé à respirer. L'homme qui a quitté notre maison n'était pas brisé. Il s'affûtait. Et Juliette, elle ne l'avait tout simplement pas encore réalisé. Elle était déjà en train de perdre. Je ne l'ai pas ghosté totalement. J'ai juste laissé le silence s'étirer. Pas assez pour la faire paniquer. Juste assez pour qu'elle sente le mou dans la corde. Quelques messages sont arrivés au cours des jours suivants. La plupart étaient des tentatives légères d'inquiétude décontractée. Et, semaine bizarre. J'espère que tu vas bien. Dis-moi quand tu rentres. Je veux te montrer un truc hilarant. Je les ai tous lus. Jamais répondu. Au 4e jour, le ton a commencé à changer. Son dernier message est arrivé à 23h12. Tu es fâché pour le truc avec Cédric? C'était juste une blague, Nicolas. Sérieusement. C'était la première vraie fissure dans la surface. Et j'ai fait une capture d'écran. C'était une petite chose, juste du texte, mais le contexte le rendrait tranchant plus tard. J'ai créé un dossier sur mon téléphone, Archive J. Chaque message, chaque note vocale, chaque même passif-agressif qu'elle m'envoyait y allait. Je ne faisais pas que disparaître. Je documentais. Quand j'ai dit que j'arrêterais de réagir pour commencer à répondre, c'est ce que je voulais dire. La beauté de la chose, c'était combien elle me donnait sans le savoir. Juliette a toujours eu un penchant pour l'honnêteté théâtrale. Des demi-vérités enveloppées de sarcasme, des vantardises déguisées en blagues, une sorte de confession par la performance. C'est ce qui la rendait dangereuse et c'est ce qui la rendait facile à piéger. La semaine suivante, elle a posté un boomerang sur Instagram, elle trinquant avec des collègues à ce qui ressemblait à une soirée dans un chalet.
L'un des commentaires disait « J'aimerais que Cédric et moi soyons déjà de retour dans ce jacuzzi ». Juliette a répondu avec un emoji clin d'œil et une flamme. Capture d'écran. Un autre message privé est arrivé la même nuit. Ta stabilité me manque. C'est la plus longue période qu'on ait passée sans se parler. Je déteste ce que je ressens. J'ai sauvegardé celui-là aussi. C'était étrange de la voir s'effilocher à distance, comme voir une tempête se préparer sur l'océan depuis la fenêtre d'une montagne. Je n'étais plus trempé par elle. J'enregistrais juste les éclairs. Dans la dépendance de Benoît, je gardais les lumières tamisées, je cuisinais mes propres repas, j'ai commencé à tenir un journal, non pas pour me défouler, mais pour structurer le récit. Qui elle devenait, qui je devenais. Chaque jour, ces messages devenaient plus élaborés. Des histoires nostalgiques. Tu te souviens quand on a conduit jusqu'en Dordogne sous la pluie et qu'on chantait comme des idiots? Ou je porte toujours ton sweat à capuche parfois. Ne ris pas. Je n'ai pas ri. J'ai documenté parce que ce n'était pas de la nostalgie. Il s'agissait de construire un album numérique de cruauté. Des preuves enveloppées de sentiments. Un jour, elle a envoyé une photo d'un bouquet. La légende disait, Cédric a déposé ça au boulot. Il m'a dit que j'illumine la pièce. Tu le crois, lui? Suivi d'un visage rieur. Elle voulait me faire réagir. Je ne lui ai rien donné, mais j'ai tout gardé. Il y avait du pouvoir dans ce silence. Le pouvoir d'être présent, mais inatteignable. Elle ne savait pas où j'étais. Et pourtant, elle continuait à jouer la comédie pour moi comme si j'étais toujours assis en face d'elle chaque soir. Peut-être qu'une partie d'elle voulait que je dise « je suis blessé ». Mais ce qui faisait plus mal, c'était que je ne dise rien du tout. Elle ne l'avait pas encore réalisé, mais chaque mot qu'elle me donnait était une autre maille dans le filet. Je ne chassais plus la vérité. Je montais un dossier et quand il serait terminé, je n'aurais pas besoin d'élever la voix. Je laisserais sa propre voix parler assez fort pour nous deux. Je ne m'attendais pas à l'email. Honnêtement, j'avais presque oublié que j'étais toujours lié à la boîte de réception commune que nous utilisions autrefois pour les prestataires de mariage et la planification des vacances. Nous ne l'avions pas utilisée depuis des lustres, et je ne la gardais ouverte que par habitude. Il est arrivé à 15h14 un mardi. L'objet était assez innocent, juste à bientôt, envoyé par quelqu'un nommé C. Rousseau. J'ai survolé le message, sentant déjà la tension familière s'installer. J'ai cliqué. À l'intérieur se trouvait une seule phrase. Pas de perte de temps pour cette fois. Apporte le vin. Oublie les fringues. Et puis en dessous, un nom familier, Juliette Whitmore, elle avait gardé son nom de jeune fille pour le travail. Le pire, l'horodatage. Il datait d'il y a 3 semaines, pile au milieu d'une de nos séances de thérapie de couple. J'ai fixé l'écran, le curseur clignotant à la fin de la phrase comme s'il attendait que je réponde. C'est là que ça m'a frappé. Pas la rage, pas le chagrin, la clarté. Je n'avais plus besoin de deviner. Je n'avais plus besoin d'interpréter les émojis ou de décoder le flirt déguisé en blague. C'était là, clair, direct, indéniable. Alors que j'étais assis dans le bureau d'un thérapeute, essayant de comprendre où nous avions échoué, elle organisait un rendez-vous secret avec Cédric, le même homme de la photo qu'elle m'avait agité sous le nez comme si c'était inoffensif. Un fantasme de validation masqué en désobéissance décontractée. Eh bien, maintenant j'avais plus que des captures d'écran de pics subtils et de trahisons poétiques. J'avais quelque chose qui suintait la vérité à travers l'écran, quelque chose dont elle ne pourrait jamais se sortir par la parole. Et étrangement, je n'avais pas envie de la confronter. Je me sentais prêt. Cet email n'était pas un choc. C'était une confirmation. La dernière pièce du puzzle qui s'enclenche, comme découvrir l'arme dans un roman policier que vous avez toujours soupçonné d'être caché à la vue de tous. Elle avait transformé la confiance en arme, romancé l'imprudence, enveloppé la trahison dans des clins d'œil et du vin, et je venais de la prendre la main dans le sac. Je me suis transféré l'email, puis j'ai fait une capture d'écran et l'ai ajoutée aux archives J. Mais celle-ci je l'ai imprimée, à l'ancienne, tangible, je l'ai tenue dans ma main comme une relique d'un monde dans lequel je ne vivais plus. Ce soir-là, je l'ai posée à plat sur le bureau à côté de ma photo de mariage. Le contraste piquait de la manière la plus poétique qui soit. Nous étions là, moi dans un costume bleu marine, Juliette dans sa robe champagne.
En brossant son voile contre ma joue, nous ressemblions à deux personnes qui croyaient en quelque chose. Et à côté, la preuve qu'elle n'y croyait plus. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas crié. J'ai juste fixé les deux images pendant un moment. Ce que nous étions et ce que nous sommes devenus, et j'ai laissé le silence entre ces deux réalités raconter l'histoire à ma place. Cette nuit-là, j'ai dormi plus facilement que je ne l'avais fait depuis des mois parce qu'enfin le masque était tombé et le jeu venait officiellement de changer. Je n'ai jamais eu l'intention d'impliquer ses parents. Du moins pas au début. Mais quelque chose a changé quand j'ai vu la façon dont Juliette a posté son invitation pour son brunch d'anniversaire en ligne, des graphismes pastels lumineux, une cascade d'émojis cœur. La légende, hâte de célébrer avec les personnes qui me connaissent le mieux. Cette phrase est restée bloquée. Les personnes qui me connaissent le mieux. Le faisait-elle? Vraiment? Est-ce que sa mère, qui a pleuré une fois quand j'ai surpris Juliette avec un carnet de vœux écrit à la main, savait que sa fille coordonnait des week-ends romantiques dans mon dos pendant que je versais tout ce que j'avais pour sauver ce que nous avions construit? Est-ce que ses amis, ces demoiselles d'honneur au verre de vin et aux peignoirs assortis qui avaient porté un toast à notre pour toujours? Non, elle envoyait des invitations torrides à Cédric le jour même où elle hochait la tête en thérapie, jurant qu'elle voulait arranger les choses. Non, ils ne savaient pas. Mais ils étaient sur le point de savoir. Je n'ai pas écrit de lettre. Pas de manifeste dramatique, juste une seule photo, l'une de nos photos de mariage imprimées sur du papier mat épais. J'en ai choisi une spécifique, le moment juste après notre premier baiser, juste avant que nous ne nous tournions pour faire face à la foule. Nous avions l'air paisible, intemporel, comme le genre de couple que les gens soutiennent. Au dos, j'ai utilisé du ruban adhésif transparent pour fixer une copie imprimée de cet email. Je n'ai pas inclus de nom. Pas besoin. Quiconque connaissait notre chronologie, qui savait que nous assistions encore à des conseils conjugaux ce mois-là, comprendrait la trahison sans que je l'épelle. Il n'y avait pas d'adresse de retour, pas de signature, juste une enveloppe fine, propre et délibérée. J'en ai posté une à ses parents, une autre à sa sœur cadette, une à sa meilleure amie de fac, Manon, qui m'appelait encore le calme, mais souriait toujours quand je réparais son évier de cuisine qui fuyait sans qu'on me le demande. Et j'ai envoyé la dernière à sa mentor au travail, Sandrine, qui m'avait un jour pris à part et dit « Tu es bon pour elle, Nicolas. Tu l'as ralenti de la meilleure des manières. » J'ai déposé les enveloppes dans différentes boîtes aux lettres à travers la ville sur 2 jours. J'ai étalé ça, rendu ça propre, et juste comme ça, la mèche était allumée. Je ne suis pas retourné à la dépendance immédiatement après le dernier dépôt. Au lieu de cela, je me suis assis dans ma camionnette, moteur éteint, et j'ai regardé l'horizon se replier dans la soirée. Je ne tremblais pas. Je n'étais pas fier. Je n'étais rien vraiment. Juste résolu. Ce n'était pas de la rage. C'était de la reconnaissance. J'avais essayé de garder notre histoire silencieuse, de la réparer derrière des portes closes, de la protéger de la honte même après que les fissures aient commencé à apparaître. Mais elle a apporté la performance au public. Alors maintenant, la vérité allait suivre. Cette nuit-là, elle a envoyé un nouveau SMS. Je pense toujours à toi. Toujours à nous. Je n'ai pas répondu. Elle avait passé tellement de temps à créer son fantasme. Comment j'étais l'option sûre, le personnage de fond stable dans son film de validation. Et Cédric, il était le rebondissement qu'elle pensait pouvoir narrer dans une intrigue secondaire inoffensive. Mais maintenant, le public qu'elle avait soigneusement sélectionné lirait un scénario différent et cela frapperait juste avant le brunch. J'imaginais le moment, les serviettes pliées, les bougies allumées, le jazz doux jouant en fond sonore juste au moment où sa mère ouvrirait cette enveloppe. Ce n'était pas de la vengeance. C'était du contexte. Pour une fois, son histoire ne serait pas la seule racontée. C'est arrivé sous la forme d'un message vocal, calme, presque hésitant. Je n'ai pas reconnu le numéro au début. J'ai cru que c'était peut-être un de mes clients qui relançait pour un devis. J'ai laissé sonner. Quand j'ai finalement écouté, j'ai dû m'asseoir. Salut, Nicolas. C'est Philippe. Le père de Juliette. Sa voix s'est brisée juste assez pour me dire que ce n'était pas le genre d'appel qu'il avait jamais imaginé passer. J'ai reçu quelque chose par la poste. Hélène aussi. Nous avons vu ce que tu as envoyé. Une pause. Tu n'as pas signé, mais tu n'avais pas à le faire.
Une autre pause. Plus longue cette fois. Je veux juste. Je veux que tu saches que je suis désolé. Cela m'a pris au dépourvu. Pas parce que je m'attendais à ce qu'il la défende, mais parce qu'il avait l'air d'avoir reçu un coup de poing dans le ventre. Je sais que je ne suis pas celui qui a pris les décisions qui t'ont blessé, dit-il. Mais j'ai élevé celle qui l'a fait, et ça. Ça pèse un poids dont je n'arrive pas à me défaire en ce moment. Sa respiration était superficielle. Je pouvais entendre le léger bruissement de papier en arrière-plan, comme s'il tenait peut-être encore la photo dans sa main. Nous n'avions aucune idée qu'elle était capable d'être si froide. Nous pensions que la thérapie signifiait quelque chose, que vous deux trouviez votre chemin de retour. Un autre silence. Le genre qui remplit l'espace quand un homme essaie de comprendre quelle part de ce qu'il croyait était un mensonge. On a honte, a-t-il finalement dit, et le cœur brisé. Je suis resté assis là, immobile. Le téléphone toujours pressé contre mon oreille même après la fin du message. Philippe n'était pas du genre émotif. La première fois que nous nous sommes rencontrés, il m'a serré la main et a dit « Prends juste soin d'elle ». Pas de fanfare, pas d'accueil chaleureux, juste ça, ferme, stoïque, simple. Pour qu'il appelle et dise qu'il avait honte, cela signifiait quelque chose. Cela signifiait qu'elle perdait plus que juste moi. Elle perdait son public. Quelques heures plus tard, il a rappelé. Cette fois, j'ai décroché. « Salut, Nicolas, dit-il, la voix plus basse qu'avant. J'espère que je ne dépasse pas les bornes. Ce n'est pas le cas, ai-je dit. Une autre pause. Je ne sais pas quoi dire qui pourrait arranger quoi que ce soit, a-t-il admis. Mais je voulais que tu l'entendes de ma bouche. Ce qu'elle a fait était mal et nous ne le soutenons pas. Il s'est raclé la gorge, puis a ajouté, si jamais tu as besoin de quoi que ce soit de notre part. Je veux que tu saches que tu as toujours des gens de ton côté. Cela m'a presque eu parce que je ne m'attendais pas à de la grâce de la part de sa famille. De la pitié peut-être. Du silence très probablement. Mais ça ressemblait à quelque chose de rare, quelque chose d'honnête. J'apprécie, ai-je dit simplement. Pas besoin de répondre à quoi que ce soit, dit-il. Sache juste qu'on est désolé. Quand on a raccroché, j'ai fixé la fenêtre de la dépendance pendant un long moment. Pas par satisfaction. Ce n'était pas une victoire. C'était quelque chose de plus profond que ça. De la validation, peut-être la preuve que je n'avais pas tout imaginé, mais quelqu'un d'autre, quelqu'un de proche d'elle, voyait les fissures aussi. Et non seulement les voyait, mais les appelait par leur nom. C'était presque impressionnant la vitesse à laquelle elle a pivoté. 2 jours après que son brunch d'anniversaire ait implosé, après le message vocal de son père, après le silence des amis avec qui elle avait l'habitude de commérer, Juliette a refait surface en ligne avec un rebranding complet. Parfois, la vie vous offre la clarté par le feu, a-t-elle posté. Sa photo était inondée de tons roses doux, le visage incliné juste assez pour attraper la lumière. Cette semaine a fait mal, mais la croissance fait toujours mal. La légende se terminait par un lien, atelier en direct sur l'amour de soi ce dimanche à 17h. Rejoignez-moi. Réclamons notre valeur. J'ai regardé l'annonce depuis la dépendance de Benoît, sirotant mon café et faisant défiler les commentaires. Des douzaines d'émojis cœur, des mains qui applaudissent, les applaudissements habituels d'Instagram. C'était tellement du Juliette, refaire l'histoire, recadrer la honte. Si elle ne pouvait pas effacer les dégâts, elle les romancerait, transformerait le gâchis en mouvement. L'image d'en-tête de l'atelier était une photo d'elle au lever du soleil, tapis de yoga sous un bras, silhouette de la ville derrière elle, un récit de phénix dans un emballage d'influenceuse. Et pourtant j'ai cliqué sur rappel, non pas parce que je me souciais de ce qu'elle avait à dire, mais parce que je savais à quel point elle avait besoin d'être regardée. Dimanche est arrivé. L'écran s'est allumé à 17h précise. Elle était là, perchée devant une fenêtre avec un éclairage parfait, portant du beige doux et cette expression vulnérable répétée. Sa voix était calme, imprégnée de cette chaleur performative qu'elle utilisait quand elle voulait que les gens pensent qu'elle guérissait. Salut tout le monde, je suis Juliette. Et si vous êtes ici, c'est probablement parce que quelque chose dans votre vie s'est brisé récemment aussi. Elle a continué sur la trahison, pas la sienne. Bien sûr, c'était elle qui avait été manquée de respect, qui avait ignoré ses propres limites pour garder les autres confortables. Ces mots flottaient entre le flou poétique et la sagesse militarisée.
Elle parlait de résilience émotionnelle et de se libérer des opinions de ceux qui n'ont jamais compris votre voyage. J'ai presque ri, mais alors est venu le rebondissement. Dans le fil de commentaires en direct, juste au moment où elle discutait d'honnêteté radicale et de relations romantiques, un nouveau nom est apparu. Cédric Pro8. Au début, j'ai pensé que ça ne pouvait pas être lui. Trop audacieux. Mais ensuite il a commenté, honnêteté radicale ? Comme ce week-end en Dordogne pendant que ton mari était chez le psy ? Le flux s'est arrêté pendant une fraction de seconde. Seul quelqu'un de vraiment attentif aurait remarqué le vacillement dans son expression. Une petite inspiration, un tic au coin de sa bouche. Puis elle a continué, mais les commentaires ont continué à déferler. Tu n'avais pas dit que tu étais célibataire quand on était dans le chalet ? J'ai toujours ton sweat à capuche, au fait. Son monde soigneusement construit s'effilochait en temps réel. On pouvait le voir. La façon dont sa voix commençait à faiblir. Elle a essayé de pivoter, essayé de faire comme si les trolls étaient inévitables. Parfois, les gens de votre passé veulent vous retenir à la version de vous dont ils se souviennent, a-t-elle dit. Mais c'était trop tard. Le chat avait tourné. Ses abonnés, autrefois loyaux et au cœur tendre, posaient des questions maintenant. Attends, tu étais marié pendant tout ça ? Ça commence à sembler faux. C'est ton ex ou quoi ? Qu'est-ce qui se passe ici ? Elle a terminé le direct plus tôt que prévu. Pas de mantra de clôture, pas de merci doux, juste un sourire figé et puis le noir. J'ai fermé l'ordinateur portable et je me suis adossé à ma chaise, fixant le plafond pendant un moment. Pas parce que je me sentais victorieux, mais parce que je n'avais pas eu à lever le petit doigt. Elle a tout fait elle-même. La seule chose pire que d'être exposé est d'être exposé par le fantasme même que vous avez essayé de vendre. Et à ce moment-là, Juliette n'était pas une icône de l'autonomisation. Elle était juste une femme piégée par le scénario qu'elle avait écrit et soudainement à court de répliques. Ça n'a pas pris longtemps. 3 jours après l'effondrement de son séminaire, Juliette a essayé de réécrire le scénario une fois de plus. Seulement cette fois, elle l'a visé carrément sur moi. J'ai eu le premier indice quand un message est apparu d'une connaissance commune. Et mec, je viens de voir le post de Juliette. Qu'est-ce qui se passe ? J'ai tapé sur le lien. C'était là. Une longue légende sur son fil accompagnée d'un selfie en noir et blanc où elle avait l'air juste assez fatiguée pour sembler sympathique. La légende commençait doucement, des mots comme guérison, limite, manipulation émotionnelle. Puis ça s'est durci. Malheureusement, tout le monde ne soutient pas votre croissance. Parfois, quand vous arrêtez de vous faire petit, les gens ripostent. Ils tordent votre gentillesse, votre vulnérabilité, et en font quelque chose de laid. J'ai fait face à du harcèlement ciblé et de l'intimidation numérique de la part de quelqu'un en qui j'avais confiance autrefois. Je ne le nommerai pas. Il sait qui il est. Les commentaires étaient exactement ce qu'elle voulait. Reste forte, reine. Les hommes ne peuvent pas gérer les femmes puissantes. Je t'envoie de la lumière. Pendant un moment, j'ai juste fixé l'écran. Pas par colère, par respect. Parce que c'était le dernier vrai mouvement de Juliette. Si elle ne pouvait pas gagner par le charme ou la pitié, elle gagnerait en inversant le récit. Se peindre comme la blessée. Faire de moi le méchant. Le statut de victime était le dernier costume dans sa garde-robe, et elle le portait bien. Mais ce qu'elle n'avait pas réalisé, c'est que j'avais déjà anticipé cela. En moins d'1 heure, j'ai reçu un email de l'équipe de modération de la plateforme. Un signalement a été déposé contre votre compte concernant un harcèlement ciblé. Veuillez répondre avec tout contexte ou documentation pertinent. Je n'ai pas paniqué. J'ai ouvert mes archives. Au cours des 3 dernières semaines, j'avais tout sauvegardé, SMS, horodatage, enregistrement d'écran de ses stories, une chronologie numérique complète faisant correspondre chaque pique passive-agressive au moment où elle essayait de jouer la martyre. J'ai emballé le tout proprement, dossiers étiquetés, fichiers triés par date, brèves annotations pour la clarté. Pas de commentaires, pas d'accusations, juste des faits, et j'ai envoyé le tout. 12 heures plus tard, j'ai eu le suivi. Après examen de la documentation fournie, nous ne trouvons aucun motif pour soutenir la plainte de harcèlement. Votre compte restera en règle. Aucune autre action requise. Je n'ai pas souri. Je n'ai pas ressenti le besoin de le dire à qui que ce soit parce que ce n'était pas le but.
Il ne s'agissait pas de gagner une dispute sur les réseaux sociaux ou de me défendre auprès d'étrangers qui ne m'avaient jamais rencontré. Il s'agissait de garder mon intégrité intacte pendant que sa performance s'effondrait sous son propre poids. Plus tard dans la soirée, j'ai remarqué qu'elle avait désactivé les commentaires sur ce post. Puis calmement, elle l'a supprimé comme s'il n'avait jamais existé. Pas d'excuses, pas d'explications, juste l'effacement. C'est là que c'est devenu clair, Juliette ne savait pas exister sans contrôle. Quand ses mots ont cessé de fonctionner, quand ses versions soigneusement filtrées de la vérité ont cessé de la protéger, elle s'est effilochée. Elle avait toujours cru qu'elle était plus intelligente, que son charme couvrirait ses traces, que si elle le disait en premier, sa version serait celle que les gens croiraient. Mais la vérité, elle n'a pas besoin de crier. Elle a juste besoin de rester debout assez longtemps pour que la poussière retombe. Et une fois que ce fut le cas, il ne restait qu'une seule histoire, et ce n'était pas la sienne. L'effondrement n'a pas été dramatique. C'était lent, calme, comme le givre se propageant sur une vitre. Juliette n'a pas disparu du jour au lendemain. Elle a traîné en ligne pendant un moment, postant des citations critiques et des affirmations recyclées, le genre qui essaie de sembler sage, mais sonne creux quand tout le monde a déjà vu ce qu'il y a en dessous. Un par un, les likes ont commencé à se raréfier. Les commentaires sont devenus hésitants, puis méfiants, puis silencieux. Ses fidèles, ces filles du cercle de brunch et anciennes collègues qui inondaient son fil de cœur et d'énergie tu vas y arriver, ont cessé de se montrer. Elle a essayé de les taguer. Elles ont cessé de repartager. Quelques-unes se sont désabonnées et puis finalement elle a verrouillé son compte. C'est là que j'ai su qu'il était temps. Je n'avais pas parlé publiquement une seule fois depuis que j'avais quitté la maison. Je l'avais laissé parler, laissé porter le projecteur et en sentir la chaleur. Mais le silence, quand il est trop étiré, devient une question. Les gens commencent à remplir les blancs et j'en avais fini de laisser quelqu'un d'autre tenir le stylo. Alors j'ai installé mon téléphone dans la dépendance. Rien de sophistiqué. Pas de montage ni de filtre. Juste moi assis sur le fauteuil en cuir usé avec une seule lampe derrière moi. J'ai appuyé sur enregistrer. Salut. J'ai commencé d'une voix égale. Je n'ai rien dit jusqu'à présent parce que je ne ressentais pas le besoin de me défendre. Je pensais que la vérité s'occuperait d'elle-même. Un temps. Mais j'ai reçu des messages ces derniers temps de gens qui nous connaissaient, de gens qui ont vu des morceaux de l'histoire en ligne, et j'ai réalisé que ce n'est pas une question de rétablir la vérité pour eux. C'est pour moi. Je me suis penché en avant, les coudes sur les genoux. Je m'appelle Nicolas. J'ai été marié pendant 6 ans. J'ai cru en ce mariage. Je me suis battu pour lui-même quand c'est devenu difficile. Et je suis resté loyal même quand l'autre côté ne l'était pas. Une pause. Je n'ai pas besoin de donner de nom ou de poster d'épreuves. Les gens qui ont besoin de savoir savent déjà. Je me suis rassis. J'ai laissé ça reposer. Voici le truc. Personne ne vous le dit. Parfois, la conclusion ne vient pas emballée dans des réponses. Parfois, elle vient quand vous arrêtez de vous expliquer à des gens qui n'ont jamais posé les bonnes questions. J'ai regardé la caméra. Stable. Je lui pardonne. Ces 3 mots portaient plus de poids que je ne le pensais. Les dire ne semblaient pas faibles. C'était comme réclamer quelque chose qui avait été emprunté trop longtemps. Mais je ne m'oublierai plus. Un moment de calme passa. Puis j'ai ajouté, si vous regardez ceci et que vous avez vécu quelque chose de similaire, si quelqu'un a transformé votre gentillesse en monnaie d'échange ou a essayé de réécrire votre histoire sans vous, sachez juste que vous n'êtes pas seul et que vous n'êtes pas fou. La caméra est restée sur moi une seconde de plus avant que je ne termine la vidéo. Pas de hashtag, pas de montage, juste de l'honnêteté brute. Je l'ai posté et je n'ai pas vérifié les commentaires pendant des heures. Quand je l'ai enfin fait, ils n'étaient pas pleins de feu ou de fureur. Ils étaient calmes, respectueux. Celui-ci a frappé fort, waouh, j'avais besoin de ça plus que je ne le savais. Et éparpillés partout, il y avait des messages de gens qui nous connaissaient tous les deux, des amis communs, des connaissances, même une de ses anciennes collègues. Tu as géré ça avec plus de grâce que la plupart ne l'auraient fait. Ce n'était pas le but, mais c'était le résultat. Je n'étais pas intéressé par la destruction de Juliette. J'avais juste besoin d'arrêter de disparaître dans son histoire. Et maintenant, pour la première fois depuis des mois, je me sentais enfin visible à nouveau.
C'était un mardi. Lumière grise dehors. Ce genre de calme avant la tempête. Je venais de finir de poncer un rebord de fenêtre dans la dépendance. De la poussière collée à mes jointures quand j'ai entendu frapper. Pas urgent, pas fort, juste plein d'espoir. Je savais que c'était elle avant même d'ouvrir la porte. Elle était là, Juliette. Pas la Juliette prête pour la caméra. Pas la Juliette hôte de séminaire. Juste elle. Le visage nu à l'exception des traînées de mascara qui avaient coulé à mi-chemin sur ses joues et séché là. Son manteau était mal boutonné, un côté plus haut que l'autre. Ses mains serraient une enveloppe blanche si fort que les bords étaient pliés. Elle n'a rien dit au début. Moi non plus. Elle m'a juste regardé comme si elle espérait que le silence entre nous pourrait rembobiner le temps. Puis elle a tendu l'enveloppe, sa main tremblant très légèrement. Je l'ai écrit parce que je savais que je gâcherais tout si j'essayais de le dire. Je l'ai prise, tenue légèrement, comme quelque chose de délicat mais trop usé pour être sauvé. Je ne suis pas venu ici pour me battre, a-t-elle dit, la voix rauque. J'avais besoin de te donner ça. J'ai regardé l'enveloppe. Pas de nom sur le devant, juste de l'encre bavée et un léger parfum qui signifiait autrefois maison. Je dois la lire maintenant, ai-je demandé. Elle a hoché la tête. Je ne la laissais jamais entrer. Je l'ai ouverte lentement, déplié la lettre à l'intérieur, son écriture, courbe familière et rature nerveuse. Je l'ai lue silencieusement. Elle a attendu. Nicolas, tu ne méritais pas d'être l'expérience. C'est ce que c'était. Je peux enfin le dire maintenant. Je voulais me sentir désiré. Je voulais chasser quelque chose qui me faisait me sentir vivante à nouveau. Et au lieu de faire face à mon vide, j'ai construit un jeu autour. Tu étais le filet de sécurité duquel je sautais sans cesse. Tu n'as jamais signé pour être le sol sur lequel j'atterrissais ou celui dont je m'éloignais. Je me suis raconté des mensonges pour justifier des choses comme ça. Nous étions déjà à la dérive. Comme si peut-être tu irais bien, mais ce n'était pas le cas. Et je le vois maintenant. Tu n'as pas crié. Tu n'as pas posté de vengeance. Tu es juste parti. Et d'une certaine manière, ça a coupé plus profondément que tout le reste n'aurait pu le faire. J'ai tellement perdu. Je ne m'attends pas à ce que tu répares ça. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes, mais j'avais besoin que tu saches que tu comptais plus que je ne te l'ai jamais montré. Elle a levé les yeux quand j'ai fini. Ses yeux cherchaient les miens pour une bouée de sauvetage. Tu comptais, a-t-elle répété à voix haute, sa voix à peine plus qu'un murmure. Pendant un long moment, je n'ai rien dit. Puis j'ai fait un pas en arrière dans la maison, attrapé le briquet sur le comptoir, et sans la regarder, j'ai mis le feu au bord de la lettre. Elle a halté, faisant un demi-pas en avant. Nicolas. Mais je ne l'ai pas laissé finir. J'ai regardé la flamme recroqueviller le papier vers l'intérieur, noircissant ces mots dans le silence jusqu'à ce qu'il ne reste plus que de la cendre dans ma paume. Puis je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai dit, les expériences ont une fin. Je suis le résultat. Son visage s'est affaissé. D'abord la confusion, puis la douleur, puis quelque chose proche de la compréhension. Je suis rentré à l'intérieur sans un autre mot et doucement, délibérément, j'ai fermé la porte. Pas de claquement, pas de rage, juste le son de la finalité. Et dehors, la tempête a finalement éclaté. Je ne l'ai pas regardé s'éloigner. Je n'en avais pas besoin. Quand la porte a cliqué derrière moi, ce n'était pas juste le bruit de la séparation. C'était le bruit de la réclamation. Une ligne tracée vers l'intérieur dans le silence. Et de l'autre côté de cette ligne, pour la première fois depuis des mois, je n'avais pas l'impression de retenir mon souffle. Cette nuit-là, je n'ai pas rejoué ces mots. Je n'ai pas disséqué les excuses ni ne me suis demandé ce qu'elle espérait que je dise parce que ces excuses n'étaient pas pour moi. C'était sa tentative finale d'être vue par l'homme qui avait déjà quitté la pièce bien avant que la porte ne se ferme physiquement. J'ai dormi profondément, pas de rêve, pas d'oppression dans la poitrine, juste du repos. Le lendemain matin, je suis sorti sur le petit porche derrière la dépendance de Benoît. Café à la main, celui que j'avais moulu frais ce matin-là. Lent, délibéré, comme tout le reste dans ma vie maintenant. Les arbres étaient pleins et verts, se balançant avec le vent, mais enracinés. Je comprenais mieux ce sentiment maintenant. Il y a quelques semaines, je vous aurais dit que j'étais engourdi.
Que la vengeance était la seule chose qui me faisait avancer. Mais ce n'était pas de la vengeance. Pas vraiment. C'était la reconnaissance de qui j'étais devenu en restant trop longtemps dans une pièce où j'étais constamment testé, mesuré et jugé terne par quelqu'un qui n'a jamais compris la force tranquille. Juliette ne m'a pas brisé. Elle m'a révélé. Chaque jour passé en silence n'était pas de la faiblesse. C'était de la reconstruction. Sous l'immobilité, je resserrais des vis, dessinais des plans, cadrais de nouveaux murs à l'intérieur de mon esprit. Et maintenant je construis quelque chose de tout à fait différent. Pas une maison, pas un mariage, juste une vie. J'ai contacté Benoît. Il a proposé de me vendre la dépendance à prix coûtant. Il a dit qu'il préférait qu'elle aille à quelqu'un qui l'utilisait pour la paix, pas pour des fêtes. J'ai dit oui. J'ai commencé à poser des étagères le week-end dernier. J'ai un nouveau paillasson. Il ne dit pas bénissez ce désordre. Juste maison. Juliette n'a pas donné signe de vie depuis la lettre et je ne l'ai pas cherchée. Parfois, la guérison ressemble à de la force. D'autres fois, ça ressemble juste à se choisir enfin soi-même. Je ne la déteste pas. Elle ne me manque pas. Je ne gravite juste plus autour d'elle. Et ça, juste là, c'est la liberté. Les gens demandent encore ce qui s'est passé. Certains en chuchotant, d'autres brutalement, « Mec, comment es-tu resté si calme à travers tout ça ?» Et la vérité est que je n'étais pas calme. J'étais précis. Je savais que si je criais, elle pourrait me peindre en colère. Si je pleurais, elle dirait que j'étais fragile. Mais si je la laissais parler assez fort, assez longtemps, elle montrerait à tout le monde qui elle était vraiment. Et quand c'est arrivé, tout ce que j'avais à faire était de rester immobile. Alors maintenant je suis là, 34 ans, pas marié, pas amer, juste clair. Je m'appelle Nicolas. Et parfois, être le résultat de la mauvaise expérience de quelqu'un d'autre est la meilleure chose qui puisse vous arriver parce que vous pouvez choisir comment commence le prochain chapitre. Et cette fois, je l'écris depuis la page 1.